Une nouvelle d'Isaac Asimov, Espace vital. Clarence Rimbro, à l'instar de tous les autres terriens qui étaient un bon trillion, ne voyait aucun inconvénient à vivre dans l'unique maison que comptait une planète inhabitée. Si quelqu'un lui avait demandé s'il y trouvait à redire, il aurait sans nul doute considéré son interlocuteur en ouvrant de grands yeux. Sa maison était beaucoup plus grande que toutes celles qu'il aurait pu trouver sur la Terre proprement dite et beaucoup plus moderne. Elle possédait des réserves autonomes d'air et d'eau, et ses congélateurs débordaient de ravitaillement. Elle était isolée par un champ de force de la planète dépourvue de vie sur laquelle elle était bâtie, mais elle se trouvait au milieu d'un domaine de quelques 2 hectares, sous dôme évidemment, où grâce au soleil généreux poussaient des fleurs pour le plaisir des yeux et des légumes pour la santé du corps. On y élevait même quelques poules. Cela permettait à Madame Rimbro d'occuper ses loisirs et aux 2 petits Rimbro de jouer quand ils en avaient assez d'être enfermés. Et d'ailleurs, si l'on avait envie d'être sur la terre proprement dite, si l'on tenait absolument, si l'on voulait vraiment avoir des gens autour de soi, et respirer à l'air libre ou se baigner dans de l'eau, il n'y avait qu'à passer la porte. Alors, où était le problème ? N'oublions pas non plus que sur la planète sans vie où était édifiée la maison des Rimbro régnait un silence total que rompait seulement à l'occasion le bruit monotone du vent ou de la pluie. On bénéficiait d'une intimité complète et l'on avait le sentiment d'avoir la nue propriété de 200 millions de miles carrés de surface planétaire. Tout cela, Clarence Rimbro l'appréciait à sa juste valeur, à la manière réservée qui était la sienne. Comptable spécialisé dans les ordinateurs de pointe, c'était un homme formaliste dans sa façon d'être comme dans sa tenue vestimentaire, peu enclin à sourire sous sa fine moustache soigneusement taillée et qui avait parfaitement conscience de ses mérites. Quand sa journée terminée, il rentrait chez lui et passait devant les habitations de la Terre proprement dites. Il les considérait invariablement avec une certaine suffisance, dédaigneuse. En effet, il y avait des personnes qui devaient purement et simplement loger sur la terre proprement dite, soit pour des raisons d'ordre professionnel, soit par perversion intellectuelle. Après tout, le sol de la terre proprement dite devait fournir les minéraux et les aliments de base nécessaires à l'entretien d'1 trillion de personnes, qui dans 50 ans seraient 2 trillions. Et il y avait pénurie d'espace. Les maisons de la terre proprement dite ne pouvaient en aucun cas être plus vastes qu'elles ne l'étaient. Ceux qui étaient obligés d'y vivre devaient se faire une raison. Le seul fait de rentrer chez lui procurait un certain plaisir à Clarence Rimbro, lorsqu'il pénétrait dans le distorseur collectif qui lui était assigné et qui, comme tous ses semblables, ressemblait à un obélisque tronqué. Il y avait toujours une file d'attente que d'autres usagers venaient grossir avant que n'arrive son tour. C'était un moment de contact. Comment va votre planète ? Et la vôtre ? Les menus propos habituels. Parfois, quelqu'un avait des ennuis, une panne mécanique ou un saltan qui risquait de modifier défavorablement le terrain, mais c'était peu fréquent. Néanmoins, cela faisait passer le temps. Enfin, le tour de Rimbro arrivait. Il insérait sa clé dans la fente, formait la combinaison requise et se trouvait projeté dans un autre plan de probabilité, son plan de probabilité personnelle, celui qui avait été affecté quand il s'était marié et était devenu un citoyen productif, un plan de productivité où la vie n'avait pas pris naissance sur Terre. Propulsé sur cette terre dépourvue de vie, il rentrait alors dans son vestibule. Ce n'était pas plus compliqué que cela. Être dans une autre probabilité ne le tourmentait pas. Pourquoi se serait-il tourmenté ? Jamais cette idée ne l'avait effleuré. Il y avait un nombre infini de terres possibles, chacune existant dans sa case bien à elle, dans son propre plan de probabilité. Comme d'après les calculs, il y avait 50 chances sur 100 pour que la vie se développe sur une planète telle que la Terre, la moitié de toutes les terres possibles, qui étaient toujours en nombre infini puisque la moitié de l'infini reste infini, possédait la vie et l'autre moitié, encore un nombre infini, ne la possédait pas. Et 300 milliards de familles habitant une somptueuse maison alimentée en énergie par le soleil de leur plan de probabilité résidaient en toute quiétude sur 300 milliards de terres inoccupées. Chaque jour, des millions de terres ainsi peuplées
s'ajoutait aux autres. Un beau jour, quand il rentra chez lui, Sandra, sa femme, accueillit Clarence Rimbro par ces mots. « Il y a eu un bruit très bizarre. » Rimbro haussa les sourcils et regarda attentivement son épouse. Abstraction faite du léger tremblement qui agitait ses mains fines et du fait que les commissures de ses lèvres blanchissaient tant elle serrait les dents avec force, elle avait son air normal. « Un bruit ?» répéta Rimbro, qui s'était immobilisé, le bras tendu vers la servette, attendant patiemment qu'il lui confie son manteau. « Quel bruit ? Je n'entends rien. Ça s'est arrêté. C'était comme un coup sourd ou des grondements. Cela durait un petit moment, ça s'interrompait, puis ça reprenait. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. » Rimbro lâcha son manteau. « Mais c'est tout à fait impossible. J'ai pourtant entendu. Je vais aller jeter un coup d'œil aux machines, peut-être que quelque chose s'est détraqué. » Mais ses prunelles de comptable ne décelèrent rien d'anormal, et haussant les épaules, il s'installa à table. Il tendait l'oreille, tandis que les servettes s'affairaient à leurs tâches. L'une d'elles rassembla les assiettes et les couverts pour les désintégrer et les recycler. « L'une des servettes est peut-être déréglée, » dit-il, en pinçant les lèvres. « Je vais les vérifier. » « Ce n'est absolument pas quelque chose comme cela, Clarence. » Rimbro se coucha sans plus penser à l'incident. Il fut réveillé par sa femme qui lui secouait l'épaule. D'un geste machinal, il appuya sur la plaque commandant l'illumination des murs. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quelle heure est-il » Sandra hocha la tête. « Écoute, écoute !»« Bon Dieu, mais il y a bien un bruit !» songea Rimbro. Un grondement net qui cessa. « Un tremblement de terre ?» fit-il dans un souffle. C'étaient des choses qui arrivaient naturellement, encore que, avec tout ce choix de planètes, on pouvait généralement escompter ne pas tomber sur une zone séismique. « Toute la journée ?» répliqua Sandra sur un ton acerbe. « Je crois qu'il s'agit d'autre chose. » Et elle exprima à haute voix la terreur secrète qui hantait tous les résidents inquiets. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur notre planète. Je crois que cette terre est habitée. » Rimbro fit ce que la logique imposait. Le lendemain matin, il conduisit sa femme et les enfants chez sa belle-mère, puis prit sa journée et se précipita à l'office de l'habitat de son secteur. Cette affaire le tracassait fort. Bill Ching de l'office de l'habitat était un garçon courtois et jovial, très fier de son ascendance mongole. Il considérait que les plans de probabilité avaient réglé une fois pour toutes le seul et dernier problème qui se posait à l'humanité. Pour son collègue, Alec Mishnov, ils étaient au contraire un piège dans lequel l'humanité était définitivement tombée. Diplômé en archéologie, il s'était plongé après ses études dans divers travaux touchant à l'Antiquité, dont sa tête, à l'équilibre délicat, était encore pleine. Il avait une physionomie empreinte de sensibilité, malgré une paire de sourcils arrogants, et cultivait une obsession dont il n'avait jamais osé parler à personne, bien que ce fût cette idée fixe qui l'eût poussé à abandonner l'archéologie pour se reconvertir dans l'habitat. Ching avait une formule qu'il adorait. « Au diable Malthus !» C'était presque sa marque de fabrique orale. « Au diable Malthus ! Dorénavant, il n'y a plus de danger de surpopulation. L'espèce humaine peut doubler ou doubler encore, aussi fréquemment qu'elle le désire. L'homo sapiens sera toujours en nombre fini et les terres vides en nombre infini. Et pas besoin de construire une seule maison par planète. On pourra en édifier 100, 1000, 1 million. Ce n'est ni la place ni l'énergie dispensée par les soleils probables qui manquent. » « Plus d'une par planète ?» laissa tomber Mishnov d'une voix acide. Ching comprit très bien ce qu'il voulait dire. Quand on avait commencé à utiliser les plans de probabilité, la propriété indivise d'une planète tout entière avait été une puissante incitation pour les premiers résidents. C'était là un argument qui flattait le snob, le despote, qui sommeillait en chacun. Existe-t-il un homme assez pauvre qui ne puisse posséder un empire plus vaste que celui de Gengis Khan ? Était le slogan en vigueur. À présent, la pluralité de l'habitat soulèverait un tollé général. Ching haussa les épaules. D'accord, il faudrait une certaine préparation psychologique. Et alors ?
il en a aussi fallu une pour lancer le projet. Et la nourriture? Tu sais qu'on installe des usines hydroponiques et des fabriques de levure sur d'autres plans de probabilité. Et s'il le fallait, on pourrait cultiver le sol même, avec la nécessité de porter des vidoscapes et d'importer l'oxygène. Il serait possible de produire de l'oxygène en réduisant le taux d'acide carbonique jusqu'à ce que les végétaux aient poussé. Après, ce sont eux qui feront le travail. D'ici 1 million d'années. L'ennui avec toi, Mishnov, c'est que tu lis trop d'ouvrages sur l'histoire ancienne. Meching avait trop bon caractère pour dire cela méchamment, et Mishnov continua de lire et de se tourmenter. Il attendait avec impatience le jour où il aurait le courage d'aller voir le chef de section pour vider son cœur, pour lui expliquer clairement et sans tourner autour du pot ce qui l'inquiétait. Et voilà que les deux hommes avaient en face d'eux un certain Monsieur Clarence Rimbro, légèrement en sueur et furieux parce qu'il lui avait fallu près de 2 jours pour trouver enfin un interlocuteur. « Et je dis, moi, conclut-il, que cette planète est habitée et je n'ai pas l'intention de l'accepter. » Ching, après avoir écouté son récit de bout en bout, essaya la tactique de la conciliation. « Un bruit pareil est probablement dû à un simple phénomène naturel. » « Quel genre de phénomène naturel ? Je veux qu'on fasse une enquête. S'il s'agit d'un phénomène naturel, je veux savoir lequel. Je dis que cette planète est habitée. Elle possède une forme de vie et je vous flanque mon billet que je ne paye pas un loyer sur une planète pour la partager avec qui que ce soit, avec des dinosaures à en juger par le vacarme qu'ils font. Depuis combien de temps vivez-vous sur votre terre, monsieur Rimbro ? 15 ans et demi ? Et au cours de ces 15 ans et demi, avez-vous détecté le moindre indice d'une autre vie ? Et il y en a maintenant, et en tant que citoyen détenteur d'un casier de production de coefficient AI, j'exige l'ouverture d'une enquête. Nous ferons naturellement une enquête, monsieur, mais nous tenons seulement à vous assurer dès à présent que tout est en ordre. Vous rendez-vous compte du soin que nous mettons à sélectionner nos plans de probabilité ? Je suis comptable, et j'en ai une idée assez précise, rétorqua Rimbro du tac au tac. Vous savez donc certainement que nos ordinateurs sont d'une fiabilité à toute épreuve. Ils ne sélectionnent jamais une probabilité qui a déjà été sélectionnée antérieurement. Ce n'est pas possible. Et ils sont programmés de façon à ne sélectionner que des plans de probabilité où la Terre possède une atmosphère d'oxyde carbonique et où la vie végétale, et par conséquent la vie animale, ne se sont pas développées. Si en effet des végétaux étaient apparus, l'oxyde de carbone aurait été réduit en oxygène. Comprenez-vous ? Moi, je comprends parfaitement, mais je ne suis pas venu pour entendre une conférence. Je veux que vous enquêtiez, rien de plus. Je trouve extrêmement humiliante l'idée de partager ma planète à moi, avec qui que ce soit, et je ne tolérerai pas une chose pareille. Bien entendu, balbutia Ching en se détournant pour éviter le regard sardonique que lui avait lancé Mishnov. Nous viendrons avant la nuit. Ils se dirigeaient avec tout leur attirail vers le distorseur. « Je voudrais te demander quelque chose, dit Mishnov. Pourquoi utilises-tu la méthode classique ? Vous n'avez aucun souci à vous faire, monsieur. N'importe comment, ils s'en font toujours. Où cela te mène-t-il ? Fallait bien essayer. Il ne devrait pas s'alarmer, bougonna Ching. Qui a jamais entendu parler d'une planète à atmosphère d'oxyde de carbone qui soit habitée ? D'ailleurs, ce Rimbro est le genre d'individu à lancer des campagnes de rumeurs. Je le flaire de loin. Si on l'encourage, il finira par prétendre que son soleil est devenu une nova. Cela arrive parfois. Et après, une maison est détruite et une famille disparaît, voilà tout. Je te dis que tu es un obstructionniste. Au bon vieux temps, celui que tu aimes tant, quand il y avait une inondation en Chine ou ailleurs, c'était des milliers de gens qui mouraient, et sur une malheureuse population d'1 ou 2 milliards de personnes seulement. Comment sais-tu qu'il n'y a pas de vie sur la planète de Rimbro ? Murmura Mishnov. Parce qu'elle a une atmosphère d'oxyde de carbone. Mais suppose... C'était inutile, ça ne pouvait pas sortir, et Mishnov conclut d'une voix vacillante. Suppose qu'apparaisse une vie végétale ou animale
susceptibles de vivre dans une atmosphère d'oxyde de carbone. Cela n'a jamais été observé. Le monde étant en nombre infini, tout peut arriver. Tout doit nécessairement arriver. Ching balaya l'objection. Il y a une chance, sur un duo décilion, pour que cela se produise. Ils arrivèrent au distorseur. Après avoir expédié leur véhicule par le sas de livraison, l'envoyant ainsi directement dans l'aire de service de Rimbro, ils entrèrent à leur tour dans le plan de probabilité de ce dernier. Ching le premier, Mishnov sur ses talons. « Jolie maison », déclara Ching avec satisfaction. « Un modèle très élégant, ils ont bon goût. Tu entends quelque chose ?» s'enquit Mishnov. « Non. » Ching et Mishnov déambulèrent dans le jardin. Le second regardait le dôme de verre. Le soleil était semblable au soleil d'un trillion d'autres terres. « Il se pourrait que la vie végétale vienne de s'amorcer, » fit-il distraitement, « que la concentration de l'acide carbonique commence tout juste à s'abaisser. L'ordinateur ne s'en apercevrait pas. Il faudrait des millions d'années pour que la vie animale naisse et des millions d'années devraient encore s'écouler avant qu'elle émerge de la mer. Il n'est pas obligatoire que la vie suive cette ligne d'évolution. » Ching prit son coéquipier par l'épaule. « Toi, tu files un mauvais coton. Le jour où tu me diras ce qui te turlupine réellement, au lieu de procéder par allusion voilée, on pourra recoller les morceaux. » Mishnov se dégagea de l'étreinte de son collègue en fronçant les sourcils avec agacement. La tolérance dont Ching faisait preuve était pénible à supporter. « La psychothérapie, ça suffit comme ça. » Il s'interrompit et lança à voix basse. « Écoute !» On apercevait un grondement lointain qui recommença. Ils installèrent leur sismographe et activèrent le champ de force qui s'enfonçait tout droit jusqu'à l'assise rocheuse sous-jacente de la surface contre laquelle ils remontissaient. L'aiguille de l'instrument frémit, enregistrant les secousses. « Ce ne sont que des ondes superficielles, » dit Mishnov. « Très superficielles. Elles ne sont pas souterraines. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» Ching paraissait quelque peu décontenancé. « Je crois que nous avons tout intérêt à le découvrir. » Sous l'effet de l'appréhension, Mishnov avait pâli. « Il faut placer un sismographe à un autre point pour déterminer l'épicentre de la perturbation. »« Cela va de soi. Je vais chercher le second. Ne bouge pas d'ici. »« Non !» rétorqua énergiquement Mishnov. « C'est moi qui irai. » Il était terrifié, mais il n'avait pas le choix. Si c'était ce qu'il croyait, il serait prêt. Il serait prévenu. Mais Ching ne se doutait de rien, et ce serait désastreux. Il ne pouvait pas l'avertir. Ching n'en croyait certainement pas un mot. Mais Mishnov n'était pas du bois dont on fait le héros, et il tremblait comme une feuille en enfilant sa combinaison étanche et en s'escrimant sur le disrupteur neutralisant localement le champ de force afin de déverrouiller l'issue de secours. « Tu as une raison particulière pour y aller ?» lui demanda Ching en le voyant faire des gestes désordonnés. « Je suis tout disposé à y aller moi-même. »« Ne t'en fais pas, j'y vais !» répondit Mishnov, la gorge sèche, et il s'engagea dans le sas débouchant sur la surface désolée d'une terre dépourvue de vie, d'une terre théoriquement dépourvue de vie. Le spectacle était familier. Ce paysage, Mishnov l'avait vu des dizaines de fois. Des rochers nus, altérés par le vent et la pluie, encroutés de sable dans les ravins, un petit et bruyant ruisseau aux lits obstrués de pierres contre lesquels se fracassait le courant. Rien que du brun et du gris. Pas une trace de vert, nulle vie. Pourtant, le soleil était le même, et la nuit venue, les constellations seraient aussi les mêmes. La demeure était située dans la région correspondante au Labrador de la Terre, proprement dite. En fait, c'était aussi le Labrador ici. On avait calculé qu'il n'y avait pas de changement de l'évolution géologique important qu'une seule fois sur un quadrillion environ. Sur toutes les terres, les continents étaient reconnaissables jusqu'aux plus infimes détails. En dépit de la lassitude et de la saison, on était encore en octobre. Il faisait une chaleur gluante en raison de l'effet de serre dû à l'oxyde de carbone constituant l'atmosphère morte de cette terre. Mishnov contemplait le décor à travers le hublot de son casque
Sa mine était sombre. Si l'épicentre du bruit se trouvait à proximité, il suffirait de placer le second sismographe à 1,5 km ou 2 pour le localiser. Dans le cas contraire, il faudrait l'amener à pied d'œuvre au moyen d'une navette aérienne. Mieux valait tabler sur l'hypothèse qui épargnerait le plus les complications au départ. Méthodiquement, Michnov escalada une butte rocailleuse. Une fois arrivé en haut, il pourrait choisir son endroit. Mais quand, haletant et baignant désagréablement dans son jus, il atteignit la cime du mamelon, il constata que ce n'était pas la peine. Son cœur battait si fort qu'il entendit à peine sa propre voix quand il hurla dans le micro « Ching, on est en train de construire par ici !» Quoi ? Brailla Ching sur le ton de l'effarement. Aucun doute n'était possible. On aplanissait le terrain. Des engins étaient à l'œuvre. On dynamitait la roche. « Il dynamite !» cria Michnov. « Voilà d'où venait ce bruit. » « Mais c'est impossible. L'ordinateur n'aurait jamais sélectionné 2 fois le même plan de probabilité. Il ne peut pas. »« Mais tu ne comprends pas !» commença Michnov. Mais Ching suivait le fil de sa pensée. « Reviens, je vais sortir à mon tour. »« Surtout pas, reste où tu es !» s'écria Michnov avec alarme. « Garde le contact radio avec moi et pour l'amour du ciel, tiens-toi prêt à regagner la terre proprement dite si je t'en donne le signal. »« Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ?» ?»« Je ne le sais pas encore. Laisse-moi le temps de le découvrir. » Michnov s'aperçut, à sa grande surprise, que ses dents s'entrechoquaient. Tout en maudissant d'une voix entrecoupée l'ordinateur, les plans de probabilité et l'insatiable besoin d'espace vital animant 1 trillion d'êtres humains qui croisaient et se multipliaient comme se diffuse une bouffée de fumée, Michnov descendit le versant opposé de la butte en glissant et en dérapant. Les pierres qui roulaient sous ses pieds éveillaient d'insolites échos. Un homme vint à sa rencontre, revêtu d'une combinaison étanche différente par bien des détails de celle de Michnov, mais répondant manifestement à la même fin, fournir de l'oxygène aux poumons de son porteur. « Allô, Ching !» dit Michnov dans son micro d'une voix hachée. « Un homme approche, reste à l'écoute. » Les 2 hommes se regardèrent. L'inconnu était blond et son visage était buriné. L'expression de surprise qu'il arborait était trop extrême pour être simulée. « Wer sind Sie ?» demanda-t-il sur un timbre guttural. « Was machen Sie ?» Michnov était sidéré. Il avait étudié l'allemand ancien pendant 2 ans à l'époque où il se préparait à devenir archéologue, et il comprenait ce que l'autre lui disait, bien que la prononciation ne fût pas celle qu'il avait apprise. L'étranger lui demandait qui il était et ce qu'il faisait là. « Sprechen Sie Deutsch ?» balbutia stupidement Michnov. Et il dut calmer Ching qui lui demandait avec agitation ce qu'il baragouinait. Le germanophone, au lieu de répondre directement, répéta « Wer sind Sie ?» et ajouta avec impatience « Hier ist für einen verrückten Spaß keine Zeit. » Michnov, lui non plus, n'avait pas envie de plaisanter, mais il enchaîna. « Sprechen Sie planetisch ?» Ne connaissant pas l'expression allemande pour langue planétaire standard, il avait été obligé d'inventer le mot. Il se dit, mais il était trop tard, qu'il aurait dû simplement employer la terminologie anglaise. Son interlocuteur ouvrit de grands yeux. « Sind Sie wahnsinnig ?» Michnov avait presque souhaité répondre par l'affirmation, mais il protesta néanmoins faiblement. « Je ne suis pas fou, sacré bon Dieu, je veux dire. Auf der Erde, wo die gekommen ?» Il renonça à poursuivre, son allemand étant par trop déficient. Mais cette idée nouvelle continua de tourner dans sa tête. Il fallait trouver un moyen de la vérifier. S'acharnant, il demanda « Welches Jahr jetzt ?» Selon toute vraisemblance, l'étranger qui mettait déjà en doute son état mental serait convaincu que l'homme qui voulait savoir en quelle année on était fou allié, mais c'était la seule question que sa connaissance de la langue permettait à Michnov de poser. L'autre grommela quelque chose qui avait toutes les apparences d'un solide juron germanique et dit « Es ist doch 2364 und warum ?» Le flot de vocables qui suivit laissa Michnov complètement pantois, mais il en savait suffisamment pour le moment. Si sa traduction était exacte, la datation était 2364, soit près de 2000 ans
dans le passé. Comment était-ce possible? 2363, répéta-t-il. Ja, ja. Confirma l'étranger sur un ton lourdement sarcastique. 2364. Der ganze Jahr lang ist es so gewesen. Michnov haussa les épaules. L'affirmation selon laquelle il en allait ainsi depuis le début de l'année était un mot d'esprit plutôt piteux, même en allemand, et la traduction n'arrangeait rien. Tandis que Michnov réfléchissait, son interlocuteur enchaîna avec une ironie de plus en plus marquée. 2346 nach Hitler. Hilft das Ihnen vielleicht? Nach Hitler. Michnov poussa un rugissement de joie. Et comment que ça m'aide? Es hilft, hören Sie, bitte. Pour l'amour de Dieu, Gottes Willen. 2364 après Hitler. Cela changeait tout. Il essaya désespérément de s'expliquer dans un mauvais allemand. L'autre fronça les sourcils et prit un air pensif. Il leva sa main, gantée, pour se gratter le menton ou pour faire un geste équivalent, heurta le hublot de son casque et le laissa ainsi inutilement levé, perdu dans ses réflexions. Ich heiße George Fallenby. Ce nom avait aux oreilles de Michnov des résonances anglo-saxonnes, bien que l'accentuation des voyelles lui donnât une apparence teutonne. Guten Tag, fit-il gauchement. Ich heiße Alek Michnov. Et il prit brusquement conscience de l'origine slave de son propre patronyme. Kommen Sie mit mir, Herr Michnov. Michnov lui emboîta le pas, un sourire crispé sur les lèvres, tout en murmurant dans son micro. « Tout va bien, Ching, tout va bien. » De retour sur la terre proprement dite, Michnov fut reçu par le chef de l'office du secteur. C'était un vieux de la vieille. Chacun de ses cheveux gris représentait un problème résolu, et chacun de ceux qui lui manquaient un problème évité. Il était circonspect, ses yeux étaient encore vifs, et toutes ses dents d'origine. Il s'appelait Berg. Il hocha la tête. Et il parle allemand? Mais l'allemand que vous avez appris est vieux, de 2000 ans. C'est vrai, répondit Michnov. Mais l'anglais d'Hemingway a lui aussi 2000 ans d'âge, et le planétaire en est assez proche pour que n'importe qui soit capable de le lire. Ouais. Et qui est cet Hitler? C'était une sorte de chef tribal de l'Antiquité. Il était à la tête de la tribu allemande lors d'une des guerres du XXe siècle, juste à l'époque de la naissance de l'âge atomique et du début de l'histoire véritable. Avant la dévastation, vous voulez dire? En effet. Il y eut toute une série de guerres pendant cette période. Les pays anglo-saxons furent vainqueurs, et je suppose que c'est pour cela que la Terre parle le planétaire. Ah, ok. Et si Hitler et ses Allemands avaient gagné le monde, parleraient allemand à la place? Sur la terre de Fallenby, ils ont gagné et on y parle allemand, monsieur. Et ils comptent les années après Hitler au lieu de les compter après Jésus-Christ? Oui, et je présume qu'il y a une terre où les tribus slaves ont été victorieuses et où tout le monde parle russe. Il me semble qu'on aurait dû le prévoir, dit Berg. Or, personne n'y a pensé à ma connaissance. Après tout, il existe un nombre infini de terres habitées, et nous ne sommes évidemment pas les seuls à avoir décidé de résoudre le problème posé par la croissance illimitée de la population en colonisant les mondes des probabilités. Absolument, dit Michnov avec force. Et à mon sens, si l'on y réfléchit, il doit y avoir un grand nombre d'occupations multiples sur les 300 milliards de terres que nous occupons nous-mêmes. Si le hasard a voulu que nous détections celle-là, c'est uniquement parce que ces gens-là ont décidé de construire à moins de 2 kilomètres de la demeure que nous y avions édifiée. C'est une chose qu'il faut vérifier. Vous sous-entendez par là que nous devrions inspecter toutes nos terres? Je le pense, monsieur. Nous allons devoir conclure un accord quelconque avec les autres terres habitées. Somme toute, il y a de la place pour tous, et poursuivre notre expansion sans trouver un terrain d'entente risquerait d'aboutir à toutes sortes d'ennuis et de conflits. Oui, dit rêveusement Berg, je suis de votre avis. Clarence Rimbro scruta avec méfiance le visage usé de Berg dont toutes les rides, tous les plis respiraient l'amabilité. « Vous êtes sûr, maintenant ?»
Absolument, répondit le chef de l'office. Nous sommes navrés qu'il vous ait fallu vous contenter d'un logement provisoire depuis 2 semaines. Presque 3. 3 semaines. Et vous serez indemnisé. Quel était ce bruit? Il était causé par un phénomène purement géologique. Un rocher était en équilibre instable et avec le vent, il heurtait parfois les rocs de la colline. Nous l'avons enlevé et nous avons inspecté le site pour être certains que rien de semblable ne se reproduira à l'avenir. Rimbro empoigna son chapeau. Eh bien, merci de vous être donné tous mal. Inutile de nous remercier, je vous assure, monsieur Rimbro. C'est notre travail. Lorsque Clarence eut été reconduit, Berg se tourna vers Michnov, qui avait assisté en spectateur muet à la conclusion de l'affaire Rimbro. En tout cas, les Allemands ont été chics, dit Berg. Ils ont reconnu que nous avions la priorité et ils sont partis. Il y a de la place pour tout le monde, comme ils disaient. Naturellement, il s'est révélé qu'ils ont construit un nombre variable de demeures sur tous les mondes inoccupés. Maintenant, nous avons mis sur pied un programme d'inspection de tous nos mondes bis pour conclure des accords similaires avec tous les gens que nous trouverons. Tout cela doit rester strictement confidentiel. On ne peut pas mettre la population au courant avant une intense campagne de préparation. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous entretenir. Ah bon, dit Michnov. Le tour qu'avaient pris les choses ne lui avait pas rendu sa sérénité. Son épouvantail intime continuait à le tarabuster. Berg sourit à son cadet. Sachez, Michnov, que l'Office et le gouvernement planétaire font le plus grand cas de votre promptitude d'esprit. Ils apprécient la façon dont vous avez compris la situation. Sans vous, elle aurait pu prendre une tournure tout à fait dramatique. Et cette reconnaissance se manifestera sous une forme tangible. Merci, monsieur. Mais, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose que beaucoup d'entre nous auraient dû prévoir. Comment y avez-vous pensé? Nous avons un peu fouillé votre passé. Jing, votre coéquipier, nous a déclaré que vous aviez, antérieurement, fait allusion à un grave danger lié à notre exploitation des plans de probabilité et que vous aviez tenu à aller à la rencontre des Allemands bien que vous fussiez manifestement terrifiés. Vous prévoyez ce que vous aviez effectivement découvert, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu le deviner? Non, non, balbutia Michnov. Je n'en avais pas la moindre idée. Cela a été une surprise, Brusquement, il se raidit. Pourquoi pas maintenant? Il débordait de gratitude envers lui. Il avait démontré qu'il était quelqu'un qu'il convenait de prendre au sérieux. Un événement inattendu s'était déjà produit. Il y a quelque chose d'autre, dit-il d'une voix ferme. Un quoi? Comment commencer? En dehors de la Terre, il n'y a pas de vie dans le système solaire. C'est exact, fit Berg avec bienveillance. Et d'après les calculs, la probabilité pour que se développe une forme quelconque de voyage interstellaire est si faible qu'on peut la considérer comme infinitésimale. Où voulez-vous en venir? Il en est ainsi dans cette probabilité-là, mais il doit y avoir des plans de probabilité où la vie existe effectivement dans le système solaire ou dans lesquels les habitants d'autres systèmes ont effectivement découvert le voyage interstellaire. Berg fronça les sourcils. En théorie, oui. Il se peut que dans un de ces univers probables, la Terre ait reçu la visite de ces intelligences étrangères. S'il s'agissait d'un plan de probabilité où la Terre est habitée, cela ne tirerait pas à conséquence. Ces êtres seraient coupés de la Terre proprement dite. Mais si dans un plan de probabilité où la Terre est inhabitée, ils installent une sorte de base, ils peuvent tomber par hasard sur un de nos établissements. Pourquoi un des nôtres? Demanda sèchement Berg. Pourquoi pas une installation des Allemands, par exemple? Parce que, contrairement à eux, nous n'édifions qu'une seule résidence par planète. Les chances en notre faveur sont de l'ordre de plusieurs milliards contre une. Et si des extraterrestres trouvent une de nos résidences, ils feront des investigations et découvriront la route de la Terre proprement dite, un monde riche et hautement développé. Si nous mettons les distorseurs hors service, lorsqu'ils sauront que les distorseurs existent,
Ils pourront en construire à leur propre usage, rétorqua Michnov. C'est à la portée d'une race assez intelligente pour voyager dans l'espace et à partir des équipements qu'ils trouveront dans la résidence, il leur sera facile de déceler notre probabilité particulière. Alors comment ferons-nous ? Les extraterrestres ne sont pas des Allemands, ils ne sont pas originaires d'autres terres. Leur psychologie et leurs motivations seront étrangères. Et nous ne sommes même pas sur nos gardes. Nous nous acharnons à occuper toujours de nouvelles planètes en augmentant chaque jour le risque de... La surexcitation de Michnov était telle que sa voix s'était faite stridente. Et Berg cria « C'est absurde, tout cela est ridicule !» Le grésillement du ronfleur l'interrompit. Le vidéoplaque s'éclaira et le visage de Ching apparut sur l'écran. « Excusez-moi de vous déranger, dit-il. Mais Qu'y a-t-il ? Le coupa férocement Berg. J'ai dans mon bureau un homme dont je ne sais pas quoi faire. Il est ivre ou fou. Il prétend que sa maison est assiégée, qu'il y a des choses à l'affût derrière le dôme transparent de son jardin. Des choses ? Hurla Michnov. Des créatures violettes, avec de grosses veines rouges, 3 yeux et des espèces de tentacules au lieu des cheveux. Elles ont... Mais Michnov et Berg n'entendirent pas la suite. Ils se dévisageaient, atterrés et malades d'horreur. Espace Vital est une nouvelle d'Isaac Asimov, publiée aux éditions Le Masque, science-fiction. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.